Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'ai un profond respect pour Fieldup et son travail. J'aime ses musiques d'ambiance et ses vidéos. Sans hésiter dans mon top 5 de mes youtubeurs préférés all time, c'est une personne qui m'a inspiré et qui m'inspire toujours. Et surtout une personne qui a permis de développer mon imagination et nourrir ma curiosité morbide. Après, beaucoup de vidéos, surtout les premières, sont personnellement osef. Beaucoup de mystères ou de contenu qu'il montre et parle n'ont que peu d'intérêt. Le mode de Doom ou même This House Has People in It sont des vidéos qui sont très bien mais le contenu ne m'intéresse pas particulièrement. Je n'aime pas le Mandela Catalogue, et si la moitié des histoires des faces cachées sont grave intéressantes, l'autre moitié n'a que peu d'intérêt. Cependant, il y a deux sujets qui m'ont particulièrement marqué. Les icebergs, qui d'ailleurs j'en ai fait un, celui de Oblivion, et les Lost Media. Ah, les Lost Media, c'est trop bien! Un Lost Media ou média perdu, c'est le terme que les gens utilisent pour parler d'une œuvre ou d'une production qui est à l'heure actuelle perdue ou simplement indisponible pour le public. Ça peut être des films, des audios, des épisodes d'émissions, des musiques, des jeux vidéo, des œuvres d'art, des vidéos d'événements précis, des scènes coupées, des lettres et j'en passe. Ils peuvent être perdus suite à différentes raisons. On pense au début que les Lost Media sont majoritairement des œuvres d'art peu vendues ou vues, d'il y a longtemps et donc difficiles à retrouver, mais on trouve aussi d'autres œuvres importantes perdues souvent par négligence ou parce qu'elles sont vraiment vieilles. L'exemple le plus connu sont les films avant 1951. Selon des estimations, on considère que 70% des films entre le début du cinéma jusqu'aux années 50 ont disparu pour toujours. Selon d'autres chiffres, sur les 11 000 films américains créés entre 1912 et 1929, on ne retrouve que 1575 films. Le chiffre le plus pessimiste que je trouve, c'est 85% de films perdus. Les raisons de ce désastre artistique sont simples. Avant les années 50, pour certains, et les années 70 plus vaguement, les gens n'accordaient pas vraiment d'importance à la protection des œuvres. Ensuite, certains endroits de stock sont mal foutus et certaines bobines sont aujourd'hui perdues dans un coin de pièce. On avait le fait que la vente de films ne se faisait quasiment pas à l'époque, donc il était rare d'avoir plein de copies d'un film précis. Et si on ajoute l'ingrédient ultime qui est que avant 1951, les bobines étaient faites en nitrate, produits inflammables même dans l'eau, qui ont créé des centaines de feux de studio, allant jusqu'à détruire les copies officielles de très gros films très connus. L'incendie le plus récent est celui d'Universal en 2008, ayant détruit les masters de 175 000 bandes audio. Je n'ai parlé que de vieux films, mais il y a bien évidemment d'autres raisons sur les autres œuvres. En 2012, Daniel Wilson crée le forum The Lost Media Wiki, un énorme site qui permet de cataloguer et rechercher les Lost Media. Je vous recommande d'aller checker, il est excellent. Le site classifie de plusieurs façons, par des catégories comme dit plus tôt, mais aussi par des statuts précis. Ça va être important car cette vidéo est centrée sur un statut précis. Il y a les Lost, des médias dont on n'a quasiment rien, on sait qu'ils ont existé mais on n'a rien de plus, au pire quelques photos. Le site en compte 1985. Il y a les Found, des médias qui ont été trouvés, qui sont aujourd'hui accessibles pour le public et qui sont archivés. Le site en compte 1041. Il y a les Partially Found et les Partially Lost, des médias dont on a des morceaux mais il en manque. On parle de Partially Found quand on a trouvé peu d'éléments, par exemple sur un film de 3 heures on a trouvé 20 minutes du film, et à l'inverse pour le Partially Lost où on aurait trouvé 2h30 du film et il en manque 30 minutes. Ça dépend de l'utilisation en fait. 1898 Partially Found et 578 Partially Lost. Les non-existence confirmed ce sont des médias qu'on pensait perdus, mais qui en fait n'existent pas et on a pu le prouver. Il y en a que 57 sur le site, mais ne sont référencés que des choses sérieuses, pas de canulars et surtout des choses qui pouvaient vraiment exister. Par exemple, Astrology with Squidward, une série short de Bob l'éponge sur l'astrologie où chaque épisode est nommé en fonction du signe. On avait trouvé 6 épisodes, donc la logique était qu'il en manquait 6. Mais en fait non, c'est juste qu'ils n'ont jamais été créés et c'est confirmé par le créateur lui-même. Et enfin, ce qu'on va parler dans cette vidéo, les Existence Unconfirmed, au nombre de 222. Ce sont ceux auxquels on n'est pas sûr à 100% de leur existence, même si vous allez vous rendre compte que c'est parfois plus compliqué que ça. J'expliquerai le Lost Media, les preuves qu'on a, mes recherches personnelles, les chances de le retrouver, et je donnerai mon avis dessus. Dans la dernière vidéo de Fieldup sur les Lost Media, il décide de finir sur des Existence Unconfirmed. Pour des raisons logiques, je ne vais pas en parler car ce serait faire du contenu double, inutile. Cependant, j'aimerais donner mon avis sur leur existence. Saki Sanobashi, je pense qu'il existe. The Butcher, je pense que c'est un mélange de souvenirs. Babushka Lady, c'est des conneries complotistes. Les vidéos dans le voyage dans le temps, je trouve le concept et l'idée sympa et rigolo, mais malheureusement c'est juste de la fiction. Et le dernier truc, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de savoir, je veux pas savoir. Voilà, allez, on passe à mes recherches et on passe au premier finding. Et on passe au premier Lost Media.
Est-ce que j'ai assez parlé de Yu-Gi-Oh dans cette chaîne? Je ne pense pas, on va parler de Yu-Gi-Oh! À l'heure actuelle, il y a 3 Lost Media Yu-Gi-Oh! Sur le wiki. 2 doublages en partially found, un doublage singapourien anglais et un deuxième doublage anglais sur Vexal suite aux histoires de droit entre les japonais et 4Kids. Et enfin, en unconfirmed existence, un doublage japonais sur Capsule Monster. Là, certains vont commencer à bugger et dire que what the fuck, comment ça se fait qu'un animé japonais d'un manga japonais ne possède pas de doublage japonais? Je fais l'accent belge. Bah déjà c'est pas impossible, je vous explique. 4Kids en 2004 contacte les studios Gallop pour commander et faire un film sur Yu-Gi-Oh! Ce film c'est celui de la pyramide de lumière. Un très mauvais film. Même si ce film est une catastrophe et une honte, les producteurs japonais le sortiront un an plus tard au Japon, avec une amélioration, une correction des erreurs et rajouteront 10 minutes de plus dans le film. Ils mettront donc un doublage. Plus d'un an et demi plus tard, 4Kids, qui avaient l'air satisfaits de leur merde, commanderont une série de 12 épisodes, Capsule Monster, avec comme objectif de vendre des jouets. J'ai regardé quelques passages et honnêtement, même si c'est pas incroyable, disons que c'est sympa à regarder. Pas très beau, mais sympa. La tête. Oh la tête. La tête du grand-père, putain. La série sera diffusée un peu partout, dont en France, et nous aurons nos voix habituelles. Mais ne sera pas et ne sera jamais diffusée au Japon. La raison? Si à la rigueur le film gardait une continuité, un minimum de logique et était vendu comme un téléfilm, le spin-off est refusé car il ne s'inscrit pas dans la continuité. Le studio Gallop assume cependant la création de l'œuvre sur leur site, sous le nom de Yu-Gi-Oh! Alex. Katsumi Ono, un réalisateur qui a bossé dessus, a dit qu'il souhaitait que la série sorte au Japon. Cependant, des gens pensent qu'il existe un doublage japonais. Alors honnêtement, malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune trace de doublage et aucun témoignage. Sa seule chance aurait été qu'un éditeur pas fou qui fasse en secret un doublage, avec ou sans les seiyuu officiels d'ailleurs, et le vendre dans une poignée de DVD sans pub. Mais les chances sont quasi nulles, donc je ne pense pas que le doublage existe. Du peu que j'ai vu, ce Lost Media est assez connu et des vidéos ont été faites dessus. Pour des raisons logiques, je n'en ai vu aucune, et tout ce que je vais dire vient de mes propres recherches. En octobre 2005, dans un gros coffret DVD contenant des émissions et des épisodes de Garfield, le coffret Cat-Tailed, une brochure annonçait la sortie d'un jeu vidéo Garfield nommé Band for Home, par le studio Game Factory, studio ayant déjà travaillé sur des jeux Garfield. Si on fouille les divers sites et forums, on trouve plein de pages qui parlent du jeu. On trouve des dates de sortie, au plus tôt octobre 2005, donc au même moment que le coffret, puis février 2006 en Europe, et au plus tard septembre 2006 aux USA. Un site du nom de Nintendo X2 donne des infos précises sur le jeu qui a l'air d'être un jeu bien complet. Et plus rien après. Aucune info ne sortira, toutes les pages n'ont aucun avis car personne n'a testé le jeu car le jeu n'est jamais sorti, on n'a même pas une image du jeu, pas un croquis, rien. Cependant, comparé à Yu-Gi-Oh!, je pense sincèrement qu'il existe. Alors oui, la jaquette, on va être honnête, elle est très simple, mais on a quand même une brochure qui fait la pub du jeu, dans un coffret plutôt honnête, et surtout un truc qui n'a pas été marqué sur le wiki Lost Media, qui nous fait croire que les premières infos datent de octobre 2005. Mais moi j'ai trouvé des forums parlant beaucoup plus tôt du jeu. Nintendo X2 en juin 2005, un forum français sur la DS en juillet 2005, un forum allemand-néerlandais en août 2005, ma théorie étant que l'éditeur ait envoyé des infos à des blogs et des forums pour en faire de la pub en avance. Et en réfléchissant, il n'y avait aucun véritable avantage à annoncer un jeu comme ça, pour au final ne pas le sortir. Je pense que ce jeu existe, mais qu'il a été annulé ou quelque chose comme ça. Il faudrait contacter les survivants de Game Factory pour voir avec eux. Mais avec les dates étranges plus la brochure, c'est tout à fait possible.
L'Empire ottoman a été un des empires les plus puissants et les plus grands du monde. Existant depuis la fin du XIIIe siècle, il a atteint son pic de puissance au XVIIe siècle avant de lentement commencer à décliner. C'est à partir de 1877 avec la guerre russo-turque que ça tourne au vinaigre pour les Ottomans. En effet, l'envie d'indépendance des pays Balkans suite à un pic de panslavisme, une doctrine culturelle qui valorise l'identité des Slaves, va énerver un peu les Ottomans qui entre 1875 et 1877 vont faire des massacres dans les populations civiles bulgares et bosniennes. Cela ne plaira pas à la Russie qui va alors faire une déclaration de guerre. La Roumanie et le Monténégro rejoindront la guerre et des volontaires serbes et bulgares prendront part au conflit. Force en présence 900 000 contre un peu moins de 300 000 soldats ottomans. Malgré une bonne défense et de lourdes pertes côté russe, l'Empire ottoman perd la guerre en 10 mois et accessoirement des territoires. Un monument russe sera construit sur les terres turques près de la capitale pour rendre hommage aux morts. Cependant, l'envie de revanche était claire, et 35 ans plus tard, la Première Guerre mondiale arrive. Les Ottomans, faibles mais déterminés, allaient donc s'allier avec les États centraux et participer à la guerre et se venger. Ils feront sauter le monument russe, seront tristement connus pour massacrer les chrétiens, notamment les Arméniens, et c'est tout. Ils se sont fait défoncer par la Triple Entente et ses alliés, perdront la quasi-totalité de leur territoire, et l'Empire sera dissous 2 ans plus tard. Alors, les cours d'histoire, c'est gratuit, me remerciez pas, mais entre le titre un peu bizarre et toutes les infos, c'est quoi le Lost Media? Bah si vous m'avez écouté, j'ai parlé d'un monument russe, et je vous ai montré des photos, avant et après l'explosion, et même une prise pendant. Mais il aurait aussi existé un film documentaire, le tout premier film jamais réalisé en Turquie et produit par l'armée. On ne sait pas s'il y avait autre chose dans le documentaire, mais il y aurait eu toute la vidéo du bâtiment qui explose. Selon des rumeurs, le film aurait disparu en 1941. Les historiens ont plusieurs théories pessimistes, un canular, pas enregistré du tout car pas planifié à l'avance. La théorie la plus drôle que j'ai vue est le fait que le caméraman ne savait pas comment activer la caméra, qu'il ait menti pour ne pas irriter ses supérieurs. Les théories les plus optimistes sont aussi les plus simples, perdu, volé, détruit, brûlé dans un incendie, etc. etc. Il est tout à fait possible que l'enregistrement ait existé, mais je pense qu'on ne le retrouvera jamais. Le Titanic est aujourd'hui un des bateaux les plus connus de l'histoire. Mais à l'époque, il n'était pas aussi connu. En 1907, Joseph Ismay, directeur de la Waystar Line, commande 3 bateaux, utilisés à la fois comme bateaux de croisière mais aussi pour les immigrés pauvres. L'Olympique en 1910, le Titanic en 1911, et bien plus tard le gigantique renommé britannique en 1914. Utilisé seulement pour la guerre et coulé en 1916 dans la mer Grecque. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer l'histoire du Titanic, cependant beaucoup d'idées reçues existent, notamment sur la sécurité de base qui était faible, le manque de canaux de sauvetage, et le traitement des passagers de 3ème classe qui aurait été mauvais. Je vous renvoie à la vidéo de Sombre Histoire, aucun rapport sur mon sujet et la vidéo est très cool. Si aujourd'hui l'histoire est connue, surtout avec le film de Cameron, à l'époque pas du tout, c'était même l'Olympique qui était la star entre les deux. S'il existe plusieurs photos de l'extérieur, les photos de l'intérieur du Titanic sont rares, et la plupart qu'on trouve viennent en fait de l'Olympique, notamment toutes ces photos là. Cependant, il est important de dire que vu que c'est les mêmes types de bateaux, c'est aussi le même intérieur. Pour les vidéos, c'est très simple, on n'en a qu'une seule, c'est celle que je vous montre à l'heure actuelle. Il existe aussi d'autres vidéos du Titanic avant naufrage, mais elles sont perdues aujourd'hui. Pour les photos et les vidéos prises dans le Titanic pendant la croisière, je vous laisse deviner où on peut les trouver. Dans l'eau en train de nourrir les crevettes. Et les passagers du Titan. Avec comme passager le cinéaste William Harbeck, qui n'a pas survécu au naufrage, il est possible qu'il y ait eu des photos et des vidéos créées, mais rien n'a été emporté. Je pense très sincèrement que ces médias ont existé. Avec des gens riches, il devait y avoir des appareils photos et vidéos pour filmer les événements qu'il y avait pendant la croisière. Mais ils sont aussi perdus à jamais. Avec le temps et l'eau, aucune chance que ça ait survécu. Bien évidemment, il y a d'autres objets uniques perdus à jamais dans le Titanic, comme par exemple le tableau La Circassienne au bain. On retrouve beaucoup d'objets au fond de l'eau, on en a repêché quelques-uns, notamment des objets très éloignés de la coque du Titanic. Cependant, depuis quelques temps, un débat tourne autour du fait de savoir si c'est de la profanation de faire ça. Du coup, ça a été un peu stoppé. D'autres passagers ont même laissé derrière eux des traces écrites de leur vie, toujours lisibles après un siècle passé dans l'eau. Un cahier retrouvé à 238 mètres de la poupe dans le champ de débris ouest appartenait à un jeune passager de 3e classe, Edgardo Samuel Andrew. Dans ses affaires, il y avait des livres scolaires. On distingue encore son écriture malgré les taches. Il utilisait un crayon à papier, mais le texte est toujours lisible. Malheureusement, Edgardo n'a pas survécu au naufrage. C'est peut-être ce qui rend ce cahier si émouvant, parce que ce sont les derniers mots qu'il a écrits. Il a fini l'école, il a mis ses livres dans une valise et il est parti pour l'Amérique.
Batatoon est un show portugais entre 1998 et 2002, puis pendant une courte période en 2006. Cette émission est en partially found car il manque beaucoup d'épisodes et seuls des extraits sont disponibles. L'émission est présentée par deux clowns nommés Companhia et Batatinha. L'émission étant entièrement portugaise et n'ayant même pas de sous-titres anglais ou français, je vais essayer de voir avec des connaissances bilingues et voir pour qui m'aide. Le show diffusait des dessins animés comme Digimon, Sailor Moon et des cartoons américains. Il faisait des sketchs devant un public d'enfants, avec parfois des invités, bref, un mini-club Dorothée version pastel des nata. Tá lá? Tá. Companhia? Sim. És tu? Sou. És tu, Batatinha? Sou eu. Então? Tô aqui no Batatoon, mas tô muito triste, sabes? Estás triste? Tô mais do que triste, tô tristíssimo. Cependant et malheureusement, en mars 2002, le spectacle est annulé au dernier moment et l'émission va s'arrêter. Puis après, arrivent les spéculations. Je vais vous raconter la version Existence Unconfirmed. Le duo avait depuis quelque temps des fortes tensions. Durant l'émission qui, selon le carré directo des extraits, indique que les émissions sont en fait en live, les deux clowns commencent à sérieusement se disputer, s'insulter, puis se battre devant les enfants, devant les caméras. Un témoignage sur un blog, si vrai, confirme cela. Selon le témoignage, après des insultes et des coups, les enfants auraient changé d'humeur, passant de rire aux pleurs, car ils pensaient que les clowns faisaient semblant de se battre. Les membres de la régie ont coupé la diffusion et auraient mis un épisode d'une série qui s'appelle Wild Angel. De ce que j'ai vu, et peu importe les versions, tout le monde est unanime et ce sera confirmé par les acteurs eux-mêmes qu'il y a eu dispute et colère. Cependant, les scènes de violence ne sont pas évoquées et la communauté est divisée sur la bagarre. Claro, mas que coisa é esta? Nós até somos grandes amigos. Grandes amigos. Ai, já tinha tantas saudades que me apertasse o pescoço. Mas claro. O que é que se passou naquele dia? Foi sangue, Suor. e lágrimas, Quer dizer, toda a gente se zanga um bocadinho e nós também nos zangamos um bocadinho às vezes. Outras vezes estamos muito amiguinhos, outras vezes estamos muito zangadinhos. Como toda a gente, não é? O que é que será? Toda a gente se lembra de um dia em que estávamos tão mal dispostos. Des témoignages parlent d'un fake, certains disent avoir vu la scène, il y aura même un commentaire sur la page du Lost Media disant qu'il connaît un des clowns. Certains ne vont pas le croire et il va poster un pavé trop bizarre racontant sa vie, où il va donner des minuscules détails parfois inutiles et n'avoir aucune preuve à donner. Dire des infos OSEF, non, franchement, lisez-moi ce pavé, c'est lunaire. Nous avons donc un cas de légende urbaine nationale. Tout le monde pense qu'ils se sont battus en direct, et le problème c'est que les deux comédiens n'ont jamais dit véritablement la vérité, et parlent simplement d'une grosse dispute et sont aujourd'hui en bons termes. Honnêtement, je n'ai pas trop d'avis dessus, mais avec un événement pareil, ça aurait été dans la une des journaux, et je ne trouve que des articles récents sans rien, donc je pense que c'est faux. Mais s'il a vraiment existé et qu'il est passé en direct, alors une famille fan de clowns et qui s'amusait à enregistrer les émissions de son côté, possède sans doute un filon d'argent d'extrait et une pépite d'or qui changerait à jamais le Lost Media au Portugal. Ce que je vous ai présenté, c'est 5 petits Lost Media assez rigolos et assez sympathiques. Les deux prochains vont me permettre de parler de sujets plus vagues et importants, même si les deux Lost Media en soi ne sont peut-être pas les plus intéressants. Les deux sujets devraient être aussi longs que les 5 derniers réunis. J'adore l'histoire de l'Égypte antique, une architecture impressionnante, des pyramides gigantesques. J'aime les mastabas, le masque de Toutankhamon, le buste de Néfertiti, les statues qui quand tu les regardes trop longtemps tu commences à chier dans ton froc. Regarde-moi ce script putain, t'as envie qu'il soit dans la même pièce que toi? Moi non. C'est pour ça que sur les 4 millénaires d'existence de cette civilisation, avec tout ce qu'elle nous a offert, la culture moderne n'a décidé de retenir que les 20 dernières années les moins intéressantes de l'histoire, à savoir Cléopâtre. Me dites pas que c'est parce que c'est une femme, parce que vous allez en rendre certaines jalouses. Plus d'une trentaine de films, dont 16 entre 1899 et 1964, représentation d'une belle femme fatale et extrêmement magnifique, toujours jouée par des femmes extrêmement belles, alors que si on regarde les descriptions de l'époque et en plus des souvenirs de mon voyage scolaire en Italie et de mes cours de patrimoine de collège, que ce soit dans les critères de beauté de l'époque ou d'aujourd'hui, Cléo n'était pas une belle femme. Pas repoussante à en vomir, pas moche non plus, mais pas belle. Je m'égare, parlons donc du Lost Media qui est ni plus ni moins qu'un film d'animation japonais érotique créé par le plus grand nom de l'histoire du manga, Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, ou sobrement ou humblement le père du manga, ou le dieu du manga, est tout simplement le créateur du manga tel qu'on le connaît. Créateur de Astro Boy et du Roi Léo, en 1969, alors que Tezuka est une légende au Japon, il décide de faire un coup de poker qui ne va pas marcher.
sortir les premiers films d'animation pour adultes avec des thèmes très matures et un petit peu de cul. Dans les années 60, l'animation était encore destinée aux enfants. Cependant, les finances étaient faibles, donc il décide de toucher un public plus large et crée 3 films pour adultes entre 1969 et 1973. On va se concentrer sur le deuxième qui est donc Cleopatra, ou encore son titre Cléopatra, Queen of the Sex. Sorti en 1970, 3 personnes du futur sont spirituellement renvoyées dans le temps pour revivre l'époque de César. Marc-Antoine et Cléopâtre. En tant que proches compagnons de ces personnages historiques, ils cherchent à comprendre la nature du plan d'un ennemi de leur époque. Nous avons donc un film de 1h50 qui, malgré des blancs très longs style Évangélion, il possède un dessin et une animation assez surprenante et bien fait pour l'époque. Alors je vais être honnête avec vous, le film est extrêmement lent et pas forcément intéressant à regarder. D'ailleurs c'est je pense le pourquoi du comment le film n'a pas marché. De plus, si les scènes de nudité ne sont pas censurées, toutes les scènes de sexe ne sont pas montrées. Et nous n'avons que des scènes étranges style art contemporain et alternatif. Pendant que le film se diffuse au Japon où c'est mitigé, même si de ce que je vois le film est maintenant bien reçu, en 1972 le film arrive aux USA, afin d'essayer de sauver le film. Classé directement X sans analyse, ce qui réduit le public, et le reste du public n'appréciera pas le film car il aura été vendu comme un petit porno à regarder. Le film marchera encore moins aux USA qui étaient censés sauver financièrement le studio. Maintenant passons au Lost Media. Donc on trouve assez facilement le film en VO, il est archivé sans problème. Cependant il est déjà plus compliqué de trouver les sous-titres. Les sous-titres originaux anglais ont disparu. Cependant on les retrouve rapidement sur internet, non officiels, mais la traduction est bonne, et un ami à moi a trouvé des sous-titres FR sur un site style années 90 bizarre. クレオパトラがあなたに会いたいっちゅうはどういうことですかに大丈夫ですかにアントニウス Certaines personnes pensent cependant qu'un dub anglais existe, tout simplement car pour une sortie au cinéma, il faut à la fois le doublage et les sous-titres pour faire plaisir au plus de monde possible. Je me suis ensuite dit que les USA n'allaient sans doute pas dépenser de l'argent dans le doublage, puis je me suis rendu compte que je m'y connaissais pas du tout au doublage USA. J'ai checké et j'ai été surpris. Les États-Unis ont bien fait du doublage surtout au début, mais suite à 20 ans de box-office catastrophique où les versions doublées rapportaient trop peu, ils ont commencé à arrêter de doubler ou à retarder le doublage. Le premier cas était Das Boot, Le Bateau, un film de Peterson, sorti en 1982. Puis plein de films vont foirer niveau doublage, mais pour un film de 1970, en vrai, si le système est respecté, parce que c'est tout à fait possible qu'il ne soit pas respecté au vu de la gueule du truc, c'est possible. Le Blu-ray sorti en 2020 ne possède qu'une version sous-titrée originale, donc avec 50 ans d'écart il est possible aussi que le dub ait disparu ou que les éditeurs pensent que c'est un truc de puriste et donc pas besoin de mettre de doublage. La seule chance qu'on ait serait de trouver des gens qui soient allés au cinéma américain en 1972 et se souviennent de leur séance 50 ans plus tard. Autrement dit, bonne chance. Cependant, au vu des sources que j'ai trouvées, je dirais que les chances qu'un doublage anglais existe seraient modérées. Selon une fiche, il y aurait un doublage allemand si vous voulez savoir. Bon, j'ai raconté ma vie et ma légère passion de l'Égypte, j'ai taillé Cléopâtre sur son physique et j'ai parlé du Lost Media le moins ouf de Cléopâtre. Et si je parlais du plus connu, et sans aucun doute d'un des Lost Media les plus connus et les plus recherchés. Cléopatra, la reine des Césars est un film de Gordon Edwards sorti en 1917. Considéré comme un des plus gros films muets de l'histoire, très cher pour l'époque avec 500 000 $ pour 2000 employés, le film aura un gros succès mais sera aussi très censuré à cause de tenues parfois très légères. Il y a des centaines de photos sur le film, beaucoup que je ne peux pas vous montrer. Malgré un énorme succès, les 2 seules copies officielles vont disparaître dans un incendie. L'incendie des studios Fox de 1937, qui est avec l'incendie MGM de 1965, le plus gros incendie et destructeur pour le cinéma. Un seul morceau du film d'une durée ridicule de 17 secondes est sauvé sur les 2h30 de film.
Et puis une chose qu'on pensait impossible se réalisa. La chaîne YouTube All Film and Stuff va retrouver 40 secondes du film sur eBay. De ce qu'on voit, c'est des coupes aléatoires, mais c'est déjà incroyable qu'on trouve ça. Je sais pas pour vous, mais pour moi, quand je vois de très vieux films, style avant les années 30, et parfois ça arrive sur des photos très anciennes du 19e siècle, je peux pas m'empêcher d'être mal à l'aise en fait. J'ai une aura dérangeante autour de moi, je regarde un événement de personnes et de décors morts. Quand je regarde un Charlie Chaplin par exemple, La ruée vers l'or, c'est mon Charlie Chaplin préféré, me dire que tous les acteurs sont tous morts, que tous ceux ayant travaillé sur le film en général, que ce soit le cadrage, que ce soit le costume et tout, le maquillage, et qui sont morts, que la quasi-totalité du public ayant vu le film à sa sortie sont morts, bah ça m'angoisse un peu en fait, ça me rend très mal à l'aise. Je me suis égaré, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Dernier truc et après on passe au prochain, mais c'est l'actrice de Cléopâtre dans ce film, Theda Bara, le premier sex symbole de l'histoire et première gothique de l'histoire. Bah, je critiquais le physique des autres actrices car je les trouvais trop belles pour jouer Cléopâtre. Eh bien, j'aimerais exprimer mon dégoût de me dire qu'une femme qui avait véritablement le physique pour jouer la reine d'Égypte soit aussi un des seuls films sur Cléopâtre qu'on ne peut plus voir. Avant ce Lost Media, je n'avais pas vu ce Ghibli. Tu me diras, j'en ai vu que deux. Le château ambulant, que j'ai pas trouvé incroyable, ni même bien, et Porco Rosso, qui est très bon. Après visionnage, le château dans le ciel est très bien, même si je trouve que la fin est moins bonne que le reste du film, car trop bâclé. Le château dans le ciel est le premier film du studio Ghibli, réalisé par Miyazaki en 1986. Il sortira chez nous en 2003. Si le film a fait quelques chiffres sympas en France, c'est un emblème pour le Japon, qui le diffuseront presque tous les ans à la télé à partir de 1988, un peu comme notre Astérix chez les Bretons, les vrais savent. En 2007, des images d'une qualité immonde vont être postées sur Mixi, un réseau japonais. La personne qui va poster ces images dira que sa cassette VHS a été quasiment écrasée par un autre enregistrement et qu'il ne restait que les crédits de fin. L'utilisateur nous envoie quelques images de cette fin, plusieurs images de la fin du film. Toi, écoute-moi bien. Apprends-moi la formule secrète. La scène des yaks qu'on voit au début-milieu du film. Et une image bizarre qui n'apparaît pas dans le film. Et enfin, je crois, c'est tellement compliqué à discerner en fait, sur les images, on arrive à distinguer un texte blanc. Si on considère que ces images sont réelles, et existent vraiment, alors il se pourrait qu'une fin, voire une histoire alternative du château dans le ciel, existe. Bon, qui y croit sérieusement? À part un commentaire que j'ai trouvé en mode « j'ai rien vu mais j'en entends beaucoup parler » et des images LED pouvant être modifiées sans problème, on n'a pas grand chose. Bon, pas grave, on va jouer au jeu. J'ai trouvé sur différents endroits une liste de changements qu'il y avait à la fin. Selon ma traduction, voici donc les changements. Bon, j'ai pas trouvé autre chose et j'ai pas trouvé d'autres images. Certaines personnes qui y croient essayent de chercher les diffusions à la télé. À cette époque, il commençait à y avoir les enregistrements en VHS, donc possible que des familles aient enregistré tout cela. Les gens cherchent jusqu'à 2001. Ils ont trouvé les versions de 1991 et 1998 en entière avec les pubs, et cherchent en priorité la version de 1989 et 1993, car il y aurait un témoignage de Shizuka Naruden dans les pubs. On patauge encore. Regardons les théories, tiens. Certains pensent que c'est un pilote pour ramasser du fric. C'est possible, mais improbable que la télé ait ça. Certains pensent que c'est une version accélérée du film, car ils avaient un timing serré. Je pense qu'ils auraient eu des emmerdes. La chaîne doit prévoir le timing et en plus on ne parle pas d'un petit film, mais d'un énorme contenu qui a fait beaucoup d'audience, et Ghibli aurait pas accepté. Tiens, en parlant de Ghibli, ils ont parlé du truc. Ça a dû faire beaucoup de bruit pour que ça arrive. Faut dire que les recherches ont été relancées en 2019. Ok, c'est un journal intime. Tenu par... j'ai pas trouvé en fait. Putain, mais il raconte sa vie, c'est dingue. La traduction m'a l'air bonne. La première chose que j'ai remarquée était une scène de Laputa Castle in the Sky. A l'époque, je n'étais pas encore affilié à Ghibli, donc en tant que fan, j'ai acheté un livre connexe, Laputa Castle in the Sky Guidebook, dans une librairie lors de la sortie de Laputa.
Il y avait un livre que je me souviens avoir vu au cinéma. Il y avait une photo avec une coupe différente. Ok, c'est intéressant. Déjà, il n'a pas été tout de suite chez Ghibli, c'est logique, à l'époque c'était pas le monstre que c'était. Dans la scène de flashback de Chita, le plan subjectif de Chita montrant 4 hommes, l'un d'eux étant Muska, venant vers elle depuis le lac était initialement très long. Le deuxième plan, coupe 422, continue, mais cependant, le plan 422 n'apparaît pas dans le film principal. Le numéro manque. Cependant, le Castle in the Sky Guidebook comprenait une photo couleur de la coupe. Cut 422 a probablement été coupé lors du montage du film, mais la photo a probablement été publiée telle quelle dans ce livre, qui a été montré en parallèle de la production du film, à temps pour sa sortie. Premièrement, il parle de la scène des yaks, puis il parle d'un moment supprimé. Peut-être que c'est l'image bizarre inconnue. En dehors de cela, il n'existe pas de version différente des œuvres Ghibli. Une version abrégée de Nausicaa réalisée à l'étranger est hors de question. Et la version de Grave of the Firefly, au moment de sa sortie, n'était que partiellement inachevée. Donc ce n'est probablement pas une version différente. Il parle que de vieux Ghibli, c'est trop bizarre. Hein. Bon, je gueule, tu me diras, c'est toujours les premières œuvres. Celles d'avant Internet qui font du bruit pour leurs histoires de conception. Oh, là il parle du Lost Media, là. D'ailleurs, il semble y avoir des rumeurs selon lesquelles Laputa Castle in the Sky aurait une fin différente. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il est probable qu'une petite suite écrite dans la version roman publiée par Animage Bunko et certaines des illustrations dessinées par M. Miyazaki après la sortie du film rappellent une suite. Par exemple, les travaux du studio Ghibli liés. À la page 65 de la collection Matériaux 1, elle représente Pazu chevauchant un orthitopère pour rendre visite à Teta. A propos, cette série collection des matériaux liés au travail est également très intéressante pour ceux qui ont une orientation geek. Je suppose que l'imagination qui a grandi du PR, promotion selon laquelle c'est un livre, est finalement devenue une telle rumeur. Tu me diras après s'il a été modifié par la télé pour X et Y raisons, les personnes impliquées dans le montage vont toujours le renier, c'est une règle de base. Donc cette version est orpheline si elle existe toujours. D'un autre côté, Laputa Castle in the Sky Guidebook a été publié il y a 16 ans, mais une réimpression en édition limitée a été publiée l'été dernier lors d'une foire coïncidant avec la sortie de Chihiro. Cela peut être difficile à obtenir. Ah, ça c'est sûr, les éditions limitées c'est chaud à obtenir, surtout avec les scalpers... Attends, 16 ans ? Les premiers trucs d'histoire et les images datent de minimum 2006. Ils ont dit que le livre était sorti en même temps que le film. Et ça parle de Chihiro sorti en même temps que le truc l'été dernier, mais c'est vieux Chihiro, j'étais même pas né. Mais il date de quand ce journal ? « 2002 ? Fin 2002. C'est pour ça que les gens ne cherchent pas les diffusions plus récentes. Ghibli en avait parlé en 2002. Ils ont dû recevoir énormément de messages. Et ça devait vraiment en discuter sévère dans les cours de l'école, pendant les rediffusions du film, sur les forums. Bordel, mais comment tu veux que je retrouve des forums japonais fin 90 ? Il doit y avoir des mines d'or d'images et de vidéos. C'est terrible. Personnellement, si au début je pensais que c'était un fake complet, les dates du journal de Ghibli ainsi que le fait qu'ils étaient obligés de répondre à cela pour calmer les fans me fait juste comprendre que c'est plus complexe qu'on le pense. Si vous êtes bon en japonais et que vous connaissez les forums des années 90 et 2000, et que vous avez beaucoup de temps à perdre, je vous demanderai d'aller voir tout de suite. Vous avez un peu d'argent à vous faire. Oui, vous faire de l'argent. En 2019, le compte Twitter Vidéo VHS, qui est un japonais qui fait des recherches de médias perdus, a décidé de mettre des bounties afin d'inciter les gens à faire des recherches. Les bounties veulent dire prime en anglais. Et pour le coup, c'est pas 20 € et une barre chocolat noix de coco. Non, on parle de milliers de yens. 50 000 yens si on trouve tout l'extrait et 70 000 yens si on a enregistré la totalité avec les publicités. Les bounties ont l'avantage de ramener du monde, mais malheureusement il y a aussi le risque de fake. Il n'y a pour l'instant pas eu de fake sur ce Lost Media, ce qui est en partie logique car il y aurait beaucoup de taf à faire. Cependant, Lost Media ou pas, car il y a d'autres passions qui proposent des bounties pour ramener du monde. Deux exemples, le speedrun Pokémon où un mec du nom de Jadiwi, vous le connaissez car il est passé chez Fieldrong, spoiler, la vidéo est en non répertoriée par honte, qui a eu plusieurs records sur Pokémon. Il y avait des bounties à plus de 1000 €, et il a triché pour l'argent. Le deuxième exemple, c'est Jeff the Killer. Alors j'avais dit qu'on reprenait pas les Lost Media de Field Up, mais il n'a pas parlé du bounty.
Alors je vais vous laisser encore quelques secondes puis je défloute l'image. Jeff the Killer est une creepypasta de merde qui possède une image simple et efficace. Cette image n'a pas été créée pour l'histoire, elle existait avant. Et cette image a une prime de 10 000 € pour retrouver son histoire et la photo originale. Du coup, je vous laisse deviner, il y a déjà eu des fakes. Petite pause avant les 3 gros Lost Media, j'ai quelques anecdotes. Dans ma maison, on n'avait pas vraiment besoin de beaucoup de contenu supplémentaire. On avait déjà suffisamment de films, de jeux vidéo, on avait un jardin et des jouets, des animaux. Mes parents n'avaient pas besoin de beaucoup enregistrer de VHS. Dans mes souvenirs, au final, il n'y a eu que 2 enregistrements de VHS que j'ai en tout cas consommé de temps en temps. La première était le film de Picsou, le trésor de la lampe perdue, avec les pubs qui allaient. La seule pub auquel j'ai un souvenir, c'est une pub de Game Boy où des machines qui les défonçaient puis lançaient de la peinture dessus. New Game Boy Pocket. It's smaller. Ensuite, le deuxième, c'était un épisode de l'émission d'Interville. Alors pareil, je sais pas de quand il date, mais je me souviens que la première épreuve, c'est un tir à la corde où les perdants se voyaient être poursuivis par les fameuses vachettes. Il y avait une pub pour un jeu DS pendant l'émission, et c'était un gosse qui s'était pris des tartes à la crème dans la gueule qui faisait la pub, et ça s'est fini sur la victoire des Bleus. Maintenant, dernier truc avant de recommencer, j'ai un souvenir qui parfois je m'en souviens, et j'aimerais de l'aide pour savoir ce que c'est et d'où ça vient. Alors pour le contexte, quand j'étais petit, dans la maison où j'ai grandi, en gros, pour aller dans ma chambre, je devais obligatoirement passer dans le salon, là où il y avait la télé, et parfois la télé était allumée. Et il pouvait y avoir de tout et n'importe quoi. Et un coup, j'ai vu un truc trop bizarre. Pas un traumatisme qui m'a terrifié, juste un souvenir random qui revient de temps en temps dans ma tête. Il faut savoir que la possibilité que ce soit un faux souvenir est tout à fait probable. En gros, de ce que je me souviens, alors là j'ai pas le texte, j'ai pas écrit le texte sous les yeux. En gros, ça s'est passé à la télé, j'étais très jeune, mais je me souviens absolument pas de quel âge j'avais. Et je sais pas si à l'époque j'avais beaucoup de chaînes, parce que quand j'étais petit on avait que 6 chaînes. Mais en gros c'était une scène dans une cuisine, et c'est 2 personnes qui parlent devant un frigo. Plan où on voit le dos, le tiers du visage, pour le mec qui est devant, et derrière, et la personne de derrière, on voit tout son corps. Et du coup, ils sont devant un frigo, ils discutent. Il faut savoir que toute la discussion, je n'ai aucun souvenir. Ils discutent devant le frigo, et la personne qui est derrière et auquel on voit tout le visage, c'est une personne plutôt âgée. Il ouvre le frigo, et en fait, dans ce frigo, tu vois une main qui sort du frigo, genre une main très poilue, et qui tient une brique de lait. Le mec, il prend la brique de lait, et il lui dit merci, c'est le seul truc dont je me souviens sur les paroles, donc il n'avait pas l'air choqué, le deuxième il n'avait pas l'air choqué non plus. Et du coup il prend la brique de lait et il dit merci. Il a un verre de lait, hop, il commence à verser son lait, et en fait son lait il est vert. Je me souviens de la couleur, il est vert. Et là par contre ça choque. Donc les deux ils sont surpris, ils sont en mode oh putain c'est vert le lait. Il est vert le lait, voilà. Et ensuite... il y a une musique forte qui arrive, hop, contre-plan, et ensuite tu vois un clown qui danse sur une cheminée. Et c'est tout. Je n'ai aucun autre souvenir, c'est trop bizarre. Genre, je m'étais enfui après, parce qu'à l'époque, j'avais la phobie des clowns. Et ouais, c'est trop bizarre, quoi. Donc, si vous savez d'où ça vient, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Bon, les 3 derniers sujets sont très longs, et en plus, aucun n'est safe. Le premier va parler de trucs adultes. Le deuxième va parler de réécriture de religion, et le troisième d'un événement de début du 21e siècle que je vais devoir censurer car YouTube n'aime pas. Je vais regrouper 4 Lost Media qui ont le même thème et certains qui ont des sources identiques. Cependant, même si elles pourraient être toutes vraies, je tiens à préciser qu'il y a très peu de sources pour certains et peuvent tenir simplement de rumeurs ou de légendes. Quand vous êtes artiste et que vous savez dessiner, il arrivera un moment dans votre vie où vous allez vouloir faire des choses moins conventionnelles. Voire même, vous avez appris à dessiner uniquement pour satisfaire votre imagination et recréer en vrai vos fantasmes, pouvant être tordus. Je ne jugerai pas ceux qui le font ou l'ont pensé car j'ai moi-même essayé. Cependant, je juge haut et fort ceux qui le font pour de mauvaises raisons et parfois font du contenu extrêmement immoral, choquant sans être utile et illégal. Ceux que je vais vous présenter ont eu au final de bonnes raisons de le faire.
Mais l'exemple que Fieldup vous avait montré l'était seulement au début. Avec le délire du storyboard jam, je ne prendrai pas la défense de Steve Russell, cependant l'équipe qui a fait le storyboard n'est pas à plaindre. 2 pages ont été faites et selon les sources, il était dégoûté de ces 2 pages. Russell a fait la 3e, donc celle qui existe encore, ajoutant le grooming, ce qui en soit pas bien du tout. Et même si les autres ont eux aussi été dégoûtés, ils ont continué quand même, faisant des pages d'inceste dégueu. Bon, c'est crade, repassons à nos sujets. Alors ils sont tous différents, mais ont chacun des points communs entre eux, et je ne sais pas par quel ordre je dois faire. Du coup j'ai décidé de commencer par ceux qui ont le moins de chances d'exister. Mes sources pour beaucoup se trouvent dans l'excellent blog de Jim Hill, que je vous recommande d'aller voir. C'est un historien spécialisé dans Disney et l'animation. Popeye, certains connaissent. C'est le marin mangeur d'épinards. Betty Boop, un peu moins. C'est un personnage pin-up très connu dans les années 30 et 40. Les 2 personnages ont partagé plusieurs épisodes ensemble dans la série Popeye the Sailor entre 1933 et 1957. De 33 à 42, les épisodes de Popeye étaient faits dans les studios Fletcher. En 1938, donc, Max Fletcher, des frères Fletcher, des studios Fletcher, artiste reconnu et inventeur de la rotoscopie et le créateur de Betty Boop et de Popeye, donc pas n'importe qui, décide de remercier les animateurs qui ont déménagé de New York à la Floride pour l'installation des nouveaux studios et de faire une fête. Et dans cette fête, entre sans doute des petits fours aux épinards et un peu d'alcool, il y aurait une vidéo de remerciement. Un mini-épisode de Popeye, entièrement dessiné, que ce soit les personnages ou les arrière-plans, animé, doublé avec de la musique, où on verrait Popeye et Betty en train de faire des choses que les gens font quand ils s'aiment beaucoup. Des maigres infos que j'ai trouvées, à savoir uniquement le blog de Jim Hill et la page wiki Lost Media, on n'a rien de plus. On ne sait pas vraiment où se trouve la bobine, on ne sait même pas si elle existe. Les Fletcher n'ont pas l'air d'avoir eu de soucis avec la Paramount à cause de ça, car ils ne seront virés que en 1942. Les rares témoignages viennent de quelques temps après l'article de Jim Hill, et diraient qu'on pouvait voir la scène peu catholique dans certaines cassettes non officielles. En 1936, pour les 35 ans de Walt Disney, une fête d'anniversaire surprise est organisée. Plusieurs choses sont organisées et 2 animateurs vont faire un court-métrage pour rendre hommage à leur patron. Un short de nos 2 souris préférées, à savoir Mickey et Minnie, en train de faire l'amour. Selon la suite, Walt aurait bluffé, fait genre d'aimer, aurait fait croire qu'il voulait remercier les animateurs pour avoir leur nom, puis les virer tout de suite. Ah bah l'ambiance après devait être tendue dans la fête, ça manque de petits fours aux épinards. Il y aurait ces infos dans Hollywood Dark Prince, un livre qui critique Walt Disney, mais plusieurs personnes disent que le livre est bourré de fautes et incohérences. Il y a un récit de l'événement dans un documentaire de 1995, mais pas plus d'informations. Martin Crocker est un animateur, dessinateur et doubleur qui a travaillé dans divers cartoons. Il a travaillé pour Adult Swim et il est connu pour son rôle dans Space Coast to Coast. Il décède malheureusement en 2016 et cela est un choc pour le monde de l'animation aux États-Unis et pour ses fans. De ce que j'ai pu voir, malgré quelques hommages des boîtes auxquelles il a travaillé, elle n'était pas totalement cool avec lui niveau pognon et Crocker va mourir avec peu d'argent. Si bien que pour survivre, il faisait des commissions privées sans aucune règle. Un message Facebook d'un de ses amis du nom de Bob Camp, très triste, demandait à ses fans diverses anecdotes. Beaucoup de commentaires émouvants montrent que Crocker était une très bonne personne. Mais un commentaire m'a particulièrement surpris et choqué, je ne m'y attendais absolument pas. Celui sur le croquis de Tom et Jerry version 2 Girl 1 Cup. En gros, ils mangent leur caca. On ne parle pas d'œuvres faites par des fous sur Roll34, mais bel et bien de centaines de contenus NCFW créés par un artiste officiel qui, à cause d'industries peu éthiques, sera obligé de créer des abominations pour des tarés, afin de se faire de l'argent. Après tu me diras, à aucun moment de ce que j'ai pu voir, il ne regrettait et il prenait même cela avec beaucoup de rigolade. Dans le commentaire de Shanna Schottenstein, une artiste qui a l'air d'être aussi détruite d'apprendre le décès, elle nous parle de son expérience avec Crocker. Disant qu'ils se sont rencontrés en 2015 à la Dragon Con, ils ont discuté et Crocker a avoué qu'il se faisait de l'argent avec des commissions. Shanna répond qu'elle aussi. Il finit sur le fait qu'il n'a aucune limite afin d'avoir le plus de commissions possible, ce à quoi Shanna dit avoir toujours refusé malgré des propositions allant jusqu'à 2 fois plus cher. Il conclut en disant qu'il trouve ça hilarant et montre le croquis de Tom qui fait une mousse au chocolat dans la bouche de Jerry. Elle trouve le dessin choquant mais rigole bien. Puis trouve d'autres dessins horribles sur internet et rigole bien. Et on continua à bien rigoler pendant longtemps au téléphone, sur Skype, etc. Depuis la mort de Crocker, tous ses dessins sont conservés dans son atelier et oh mon dieu, il y a trop de nichons dans cette photo. Tous ces dessins doivent être encore conservés chez lui. Il y aurait le fichier interdit avec tous ces dessins un peu dégueux. Le fichier est un peu une légende, mais un commentaire Facebook de Robert Poop
prouverait son existence, mais je pense honnêtement qu'il existe et j'en suis presque sûr. Le prochain, non seulement j'en suis sûr, mais l'histoire est encore plus dingue. Alors lui, il est incroyable, et comparé aux deux premiers, même si un peu similaire, il est des trois celui qui a le plus de chances d'exister. En plus, comme pour Popeye, il a été créé par des gens importants de Disney. Jimmy Cricket est un personnage de Pinocchio sorti en 1940 et créé par Walt Kimball. La Fée Clochette est quant à elle un personnage de Peter Pan. La Fée Clochette est quant à elle un personnage de Peter Pan. Sa version de Disney sortie en 1953 est créée par Mark Davis. Le rapport, ces deux personnages ont été créés par les 9 sages de Disney. Les 9 sages de Disney, ou Nine Old Men, sont sans doute les personnages les plus importantes de Disney, avec Walt Disney lui-même de 1935 aux années 60. Pinocchio et Peter Pan sont des œuvres qui leur tiennent beaucoup à cœur, car ils ont tous bossé ensemble. Il n'y a que 13 films Disney entre 1937 et 1953 où ils étaient tous ensemble, des personnages incroyables qui, même si ce ne sont pas les principaux protagonistes dans les œuvres, ont réussi à créer des mascottes faisant égal et égal avec Mickey Mouse. Les 9 sages étaient respectés de tous. Les derniers travailleront jusqu'à 1981 avec Rox et Rookie, et la dernière œuvre avec un sage sera Basile détective privé de 1986. On pourrait penser que ce petit groupe dans les années 60 serait des vieux sérieux pas très dans l'humour et plus dans le travail. Eh bien, si l'histoire est vraie, pas tant que ça. Avec le succès de Peter Pan dans la fin des années 50, Walt Disney a vu le potentiel de mascotte. Le conseil d'administration a donc considéré que l'apparence pin-up sexy de la Fée Clochette n'était pas bien et a décidé d'adoucir le chara-design de la Fée Clochette pour ses prochaines apparitions. Ce qui ne va pas plaire du tout aux 9 sages qui vont le prendre pour une insulte de leur travail. Littéralement. Selon le blog de Hill, ils vont donc décider de faire une farce. Créer un short de 15 secondes au crayon, sans couleur et sans musique, sans son, même pas ancré, de Jimmy Cricket, qui va s'occuper de la Fée Clochette façon papa et maman le dimanche matin. Leur procédure de vengeance se résumait à faire travailler les nouveaux de la boîte, à leur faire des croquis d'animation, puis les vieux mettaient la petite bande d'animation entre deux scènes ou à la fin, juste pour traumatiser les nouveaux. Selon Jim Hill et ses interviews, les personnes qu'il a interrogées et qui ont commencé à travailler à partir des années 60 avaient vu le short. Cependant, les personnes ayant commencé à travailler à partir du début des années 60, voire fin 60, avaient entendu cette histoire qui était juste une légende entre les jeunes animateurs Disney jusqu'aux années 80. Donc la blague n'avait duré que quelques années, voire seulement quelques mois. Aucune personne du conseil et même Walt n'était au courant de cela. Il est donc plus que possible que cette bobine créée après les scandales d'incendie et donc pas en nitrate ait pu survivre, car pas confisquée par Disney. Les personnes qui ont le plus de chances d'avoir pris la bobine sont soit Mark Davis, Walt Kimball, Wally Wortman ou Liz Clark. Malheureusement, le blog de Hills n'est pas considéré comme étant une bonne source, et suite au manque d'informations et sans témoignage direct, le Lost Media restera en existence unconfirmed. Et devrait malheureusement le rester car les personnes qui travaillent dans les années 60 ont maintenant minimum 80 ans, et les familles des 9 sages, pour leur réputation, refuseront de divulguer des informations. Les 4 Lost Media, comme vous avez pu le voir, sont grosso modo des Rule 34 DeviantArt officiels. Mais pas du contenu horrible, à part le Forbidden Files, qui doit contenir des choses bien dégueu. La moitié créée pour faire plaisir et comme blague, une créée pour se venger et l'autre créée pour tenter d'avoir un peu d'argent. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu des choses horribles dans ma vie, mais rien de tout ce que j'ai pu lire m'a choqué. En réalité, j'ai même trouvé ça drôle par moments. Et malheureusement, avec internet et les plus gros psychotiques de l'internet, on peut trouver beaucoup plus de choses créées par des fans plus violents et immondes. Ceux qui regardent cette vidéo et qui seraient choqués d'apprendre que des gens haut placés entre les années 30 et 60 ont travaillé en privé pour créer des courts-métrages sexuellement soft, je vous demanderai de grandir un peu. C'est pas grave ce genre de contenu. Aucun enfant n'a regardé les images, détendez-vous du slip et laissez les délires des passionnés de plus de 80 ans tranquilles tant qu'ils n'ont causé de mal à personne. Même les storyboard jam ne sont pas en soi de base de mauvais projets. Mais pour le coup, je ne prendrai pas la défense de cette activité car il y a sans doute pire. Et d'ailleurs, il n'y aurait aucune surprise de se dire qu'il existerait d'autres créations bizarres faites par des artistes fatigués, trop censurés ou simplement trop tordus qui décident d'avoir une envie de folie et de créer un contenu bizarre. Alors, le deuxième Lost Media est très délicat car il parle de réécriture de la Bible, donc de la religion catholique. Plus précisément du passage des évangiles de Marc. Je tiens à préciser à tous les catholiques qui regarderont cette vidéo qu'il est probable que ce Lost Media n'existe pas, et je vous demanderai d'être respectueux en commentaire, comme je demanderai aux non-catholiques de respecter les croyances.
je ne fais que créer une vidéo sur cette hypothèse, et je ne remets rien en doute, et je n'invente rien. Toutes les infos que vous allez trouver sont trouvables sur internet, et la totalité de ces infos disent que ce n'est même pas sûr. En 1958, Morton Smith, un historien et professeur d'histoire de l'Antiquité, découvre dans un petit monastère orthodoxe un livre de 1646 de Isaac Vossius, qui n'est en fait qu'une édition d'Ignace d'Antioche, une personne importante du christianisme née en 35. Il y a dedans un passage d'une lettre écrite par Clément d'Alexandrie à un théologicien chrétien mort en 215, qui citerait des passages d'une version plus longue de l'évangile selon Marc. Les évangiles sont des parties de la Bible où l'on voit la vie de Jésus. De ce que j'ai pu voir, celui de Marc est le plus ancien et certains évangiles reprennent le texte de Marc pour parler de leur expérience. Je vais être honnête avec vous, durant mes recherches et parfois mes lectures de textes sacrés, malgré que j'étais parfois intéressé et curieux, je n'ai pas réussi à tout comprendre et à tout lire que je dois diviser sur tous mes sujets de vidéo. Si des gens peuvent avec des mots simples me parler et me corriger de tout ça dans les commentaires, ça serait cool. Donc forcément tout cela va surprendre et faire M.S. Smith, qui vient potentiellement de trouver un passage inconnu d'un des livres les plus importants de l'histoire. Cependant il n'a pas le droit de prendre le livre, qui a la propriété du patriarche orthodoxe. Il va donc simplement le prendre en photo, il va prendre 2 ans pour voir si le texte est possible, donc voir le style d'écriture, le vocabulaire et tout, et voir des experts en paléographie. Avec ces preuves, il annonce sa découverte. Puis pendant 13 ans, travailler et batailler pour sortir des livres sur le sujet. En 1977, les pages vont être retirées du livre, le seul qui existe d'ailleurs. Elles seront photographiées, mais pas recataloguées. Les pages resteront cependant rangées à côté du livre. Vous sentez la merde qui arrive? En 1983, les passages seront photographiés dans un studio photo en couleur. Durvaz Kasnel, celui qui se charge des photographies, sera le premier à dire que c'est fake. Je ne citerai pas la liste de ceux qui pensent que ce texte est faux car il y en a beaucoup trop. Et en 1990, comme beaucoup pouvaient se douter, le livre et les pages ont mystérieusement disparu. En 2003, un certain Guy Strumsa dit qu'avec un groupe de personnes aujourd'hui décédées, avaient eux aussi trouvé le texte. Au final, à part quelques photos et une confirmation que l'écriture pourrait être réellement du XVIIe siècle, nous n'avons rien. L'encre et le papier n'ont pas été testés, très peu de gens ont vu et touché le livre, donc vraiment pas grand chose. De la mort de Smith en 91 et même avant, jusqu'à 2003, il va se faire chier par littéralement tout le monde qui va l'accuser de tous les noms et de tous les actes. Je n'ai trouvé que 3 noms autres que Strumsa qui prennent sa défense. Des dizaines de théories vont apparaître pendant le début des années 2000, la grande majorité vont se foutre de la gueule de Smith, d'autres noms qui auraient pu faire la lettre, une mauvaise interprétation allant jusqu'à dire que c'est lui qui a tout inventé pour faire le buzz. Des textes que j'ai pu lire pensent que des jeux de mots sont cachés. Des trucs vraiment méchants et gratuits, notamment dire que c'est un escroc chauve, ou même ressortir ce panneau d'une usine de sel qui s'appelle Morton mais MDR, vont ressortir. Arrêtons de parler de l'histoire et parlons donc de cette lettre. Alors il n'existe pas de traduction française, j'ai donc dû la traduire depuis l'anglais de la traduction de Smith. La lettre de Clément d'Alexandrie serait adressée à un certain Théodore. Déjà pour une lettre, je trouve le début assez rapide, à croire qu'ils communiquaient déjà beaucoup entre eux. Clément accuse les Carpocratiens, une secte chrétienne gnostique connue uniquement des textes de quelques personnes dont Clément, et les taille sèchement sur leurs croyances libérales trompeuses, notamment en pensant que Jésus n'est qu'un humain comme un autre. Puis il passe directement à Marc et écrit ceci. Or, parmi les choses qu'il existe au sujet de l'évangile, divinement inspirées selon Marc, certaines sont entièrement falsifiées, et d'autres, même si elles contiennent quelques éléments vrais, ne seront néanmoins pas rapportées avec vérité. Quant à Marc, pendant le séjour de Pierre à Rome, il écrivit un récit des actions du Seigneur, sans toutefois les déclarer toutes, ni faire allusion aux plus secrètes, mais en sélectionnant ce qu'il croyait le plus utile pour accroître la foi de ceux-là qui étaient instruits. Mais lorsque Pierre mourut martyr, Marc vint à Alexandrie apportant à la fois ses propres notes et celles de Pierre, d'où il transféra dans son ancien livre les choses qui conviennent à tout ce qui fait progresser vers la connaissance. Il composa ainsi un évangile plus spirituel à l'usage de ceux qui étaient en voie de perfectionnement. Bon, j'avoue que c'est chaud. Clément accuse littéralement Marc de ne pas tout marquer. Il a écrit après que l'écrit original est dans une église du 1, verso Alexandrie. Je vous avoue, j'ai pas compris ce passage. Il continue d'insulter Carpocrate et les Carpocratiens, puis retourne sur Marc où il cite des passages venant sans doute de passages de la Bible ou d'autres textes dont je n'ai toujours pas compris.
Après, si des centaines de chercheurs, la plupart chrétiens avec plus de 30 ans d'expérience, n'ont jamais réussi à se mettre d'accord et à comprendre le texte, c'est pas un mec de 21 ans un peu passionné qui croit pas en Dieu qui va arriver à comprendre tout ça, soyons honnêtes. Puis ensuite, Clément va donc décider de donner un morceau de l'évangile secret qui est le suivant. Et ils entrèrent à Béthanie, et il y avait là une certaine femme dont le frère était mort. Et en arrivant, elle se prosterna devant Jésus et lui dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Les disciples le réprimandèrent, et Jésus, en colère, partit avec elle dans le jardin où était le tombeau. Et aussitôt un grand cri se fit entendre du tombeau, et s'approchant, Jésus roula la pierre de la porte du tombeau. Et aussitôt, entrant dans l'endroit où se trouvait le jeune homme, il étendit la main et se leva, lui saisissant la main, mais le jeune homme, le regardant, l'aima et commença à le supplier d'être avec lui. Et sortant d'après avoir quitté le tombeau, il entra dans la maison du jeune, car il était riche. Et après 6 jours, Jésus lui dit quoi faire. Et le soir, le jeune vint vers lui, portant un linceul sur son corps nu. Et il resta avec lui cette nuit-là, car Jésus lui enseigna le mystère du royaume de Dieu. Et de là, se levant, lui retourna de l'autre côté du Jourdain. Puis Clément finit sa lettre avec ce texte positionné. À un certain endroit, un dernier morceau s'ajoute. Et la sœur du jeune que Jésus aimait, sa mère et Salomé étaient là. Et Jésus ne le reçut pas. Et la lettre se finit. Alors, j'avais déjà entendu parler des pouvoirs de multiplication de la nourriture, sur la guérison de maladies, mais je dois être honnête et dire que ressusciter des morts, j'avais jamais entendu. Mais après recherche, il y a eu effectivement des résurrections. Donc bon. Maintenant, le reste du texte, pris dans un certain angle, je suis absolument pas surpris que les chrétiens aient aussi mal pris le truc. Surtout entre les années 70 et 2000. Je ne vais pas en parler de ça car on sort du sujet de Lost Media, mais voilà, on a donc une lettre perdue d'un potentiel texte oublié de la Bible. Après, est-il vrai? Alors, en tant que non-croyant, je ne me permettrai jamais, et au grand jamais, de dire que si tel texte de religion est vrai ou pas. Si on considère que la plupart des textes de la Bible ont été écrits par des personnes extérieures, il ne serait pas étonnant que certains textes ne soient pas 100% exacts. Je stoppe là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis, juste soyez respectueux. Pour finir, si je devais quand même finir, j'ai le même avis que les historiens Geoffrey Smith et Brent Landau, à savoir que Morton Smith n'a rien inventé et est donc innocent, mais que le livre et la lettre sont des canulars de l'époque. Après, je pense que le livre a été volé par quelqu'un qui a pris l'histoire premier degré. La seule chance serait de trouver un autre livre avec cette lettre en bon état, et enfin de la dater, ou de retrouver le livre et les pages. Bref, bonne chance. Si le premier est épineux pour les âmes innocentes et le deuxième va potentiellement créer une croisade, le troisième va me faire blacklister de YouTube, car ils aiment pas trop qu'on en parle. Je ferai donc le moins de notions possible et je ne vais employer aucun nom propre. Dites-vous que c'est un événement majeur américain qui a secoué le monde entier un an avant ma naissance, durant un mois où c'était la rentrée scolaire chez nous et où environ 3000 personnes ont malheureusement perdu la vie. Si vous êtes trop con et que vous savez toujours pas ce que c'est, veuillez quitter cette vidéo s'il vous plaît et retournez à l'école. Durant le moment tragique où des objets volants identifiés sont rentrés dans les bâtiments, 91e et 76e étage piégeant un total de 1900 personnes, leur chance de survie étant quasi nulle et ne souhaitant pas cuire dans les incendies et les flammes, plus de 200 personnes vont donc tester le saut en parachute sans parachute afin d'avoir une mort rapide et sans douleur. C'est un sujet horrible, une histoire triste. Selon le témoignage de mes parents devant la télé, ils pensaient que c'était un film d'action un peu violent et ont été terrifiés en apprenant qu'ils regardaient un événement réel. Ils couperont rapidement la télé et je crois qu'ils n'ont pas vu les immeubles tomber en direct. Si bien évidemment les images et vidéos de cet événement, des débuts de internet, avec le début des vidéos de qualité correcte, des appareils photo accessibles à tous dans une des plus grosses villes, dans un des pays les plus grands et puissants, faisant face à un événement de plusieurs heures les plus graves et les plus importants du 21e siècle, existent et en sont nombreuses. Il est étonnant de constater que les vidéos des Falling Man qui touchent le sol n'existent pas et sont impossibles à trouver, même s'il existe des réactions, notamment ce pompier. Cependant, une vidéo nommée LOL Superman, sans doute nommée par un petit rigolo ou une sombre merde qui mérite sans doute une correction physique, va arriver sur divers sites de partage de vidéos en 2006. Selon les témoignages, elle aura été vue sur plusieurs sites,
dont Ogrich, un site choc spécialisé sur la guerre, les accidents et les exécutions qui n'existent plus, un site qui pourrait être Even 666, mais aucune certitude. Certains témoignages parlent du film Face of Dead, un film d'horreur qui utilise des images réelles, mais le film est sorti avant et enfin sur YouTube, mais supprimé très vite. Le premier témoignage en anonyme sur 4chan date de 2015. Il aurait vu la vidéo au début de YouTube, les commentaires très négatifs, la vidéo aurait disparu très peu de temps après et la chaîne supprimée. Selon les posts Reddit et les grosses recherches à partir de 2022, la vidéo ne dure pas plus de 2 minutes, la caméra tremble, l'heure de la création est inconnue, mais se passerait logiquement entre 8h46 et 9h59. Il y aurait apparemment sur une des vidéos enregistrées, car oui, la quasi-totalité des images sont enregistrées et disponibles, les caméramans qui se dirigent vers l'endroit pour filmer. Mais pour avoir vu la vidéo pixelisée, je trouve pas perso. Ah, et j'avais jamais vu autant de vidéos sur l'événement aux côtés des civils, et je me suis senti très mal à l'aise. Ensuite, les images de la vidéo de LOL Superman, ce nom est horrible, montreraient les caméramans courir rapidement le plus près des lieux, voire en direct en filmant l'impact d'un Falling Man avec des gros plans, même si le post original dit qu'il n'y a pas d'impact direct avec des voitures et d'autres vont le contredire. Une capture d'écran va être retrouvée et les recherches se concentreront dessus. Malheureusement, en 2023, quelqu'un va trouver son origine, celle d'une vidéo de touristes chinois de juin 2001, à 1 minute 35 pour être précis. À partir de fin 2022, des gens vont contacter le FBI et le musée pour savoir s'ils étaient au courant et s'ils avaient une copie de la vidéo. Ce qui est assez couillu, car moi j'ai pas osé contacter pendant mes recherches alors que ça pouvait m'aider. Le pire c'est que les deux, que ce soit le FBI ou le musée, ne vont pas nier. Ils diront même qu'ils ont des fichiers et images, mais ils refusent de les donner au public. D'un côté car il y a encore des affaires en cours, et de l'autre car il faudrait l'autorisation et la totalité des familles et des victimes. Donc les 6300 blessés, les 3000 orphelins, et sans doute les 15 000 personnes proches des 3000 morts, voire plus. Bonne chance pour que tout le monde accepte. La vidéo est en existence unconfirmed car il n'y a aucune source importante. Que des témoignages, qui se contredisent tous. Le musée et le FBI peuvent très bien soit ne rien avoir, soit confondre avec d'autres vidéos, et on n'a aucune image et morceau de la vidéo. Mais malheureusement, je pense que cette vidéo existe. Et personnellement, comparé à la quasi-intégralité de ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, je n'ai absolument pas envie de la revoir. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en danger de dire ça. Cependant, si cette vidéo existe, c'est surtout pour aider les recherches. Je ne peux me permettre de dire que je suis quelqu'un de bien actif dans la communauté. Je compte après l'écriture de la vidéo faire mon post de découverte. Ce serait cool de pouvoir avoir votre avis en commentaire d'ailleurs. Dites dans les commentaires quel Lost Media vous pensez vrai ou pas. Et aussi, c'est la base de mon message d'aide, si vous connaissez des contacts, que vous avez de la famille, que vous avez été pile au bon moment, au bon endroit, ou que vous avez travaillé et vécu en même temps que les Lost Media présentés. Je vous dirai par pitié de donner vos informations, avec preuve bien évidemment, afin d'aider et de trouver les Lost Media. Allez dans les forums du Lost Media Wiki et aidez-nous. Alors par contre, je tiens à dire un truc. Même si j'ai trouvé le moyen de contacter des gens pouvant m'aider, j'ai préféré ne pas le faire par respect. Notamment sur les dessins de Crocker, mais j'allais pas dire un truc en mode « Oui, bonjour, je suis désolé pour la mort de votre ami, mais vous pensez qu'il dessinait des trucs scatophiles ?» Non, non, ça ne se fait pas. Allez pas emmerder les gens, surtout s'ils le veulent pas. Un dernier truc que je tiens à redire, mais si je pense que la plupart sont vrais, ce sont des existences unconfirmed. Et il est possible que cela n'existe pas, voire même que ce sont des totales inventions. Les Lost Media, c'est trop bien. Faire des recherches, c'est encore mieux. Mais c'est parfois pas évident. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à regarder. N'hésitez pas à partager, liker. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et vive les Lost Media.